Mesdames et messieurs, maintenant nous allons avoir droit à deux regards complémentaires sur l'émergence de l'université en Guyane, avec deux personnalités. Je vais d'abord appeler le sénateur honoraire, M. Georges Otili, et par la suite, c'est le sénateur Antoine Karam qui va venir compléter, ou en tout cas apporter son éclairage historique sur l'université de Guyane. Le sénateur honoraire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, monsieur le président de la collectivité de Guyane, monsieur le président de l'université, monsieur le recteur, chancelier de l'université, monsieur le président du CNES, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, étudiantes et étudiants. Nous voici ici réunis pour inaugurer officiellement l'Université de Guyane, créée il y a 2 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes en France. Il m'a été demandé de faire l'historique, ce que je vais tenter de faire en mesurant l'honneur qui m'est fait en tant qu'ancien président de la région Guyane et ancien sénateur de ce département, peut-être aussi en raison du privilège de l'âge, encore que je n'ai jamais très bien compris en quoi avancer en âge constitue un privilège, à moins qu'il s'agisse de celui de passer pour un ancêtre aux yeux de la jeunesse étudiante. Et pourtant, en regardant derrière moi, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais sur les bancs de la fac, un étudiant comme eux, la tête remplie de projets pour moi et mon pays de Guyane. Quoi qu'il en soit, cette cérémonie constitue un moment particulièrement émouvant. D'abord parce que, avec d'autres, j'ai été naguère l'un des promoteurs de cette université avec l'ensemble des élus de notre pays. Et il va de soi, avant, pendant et après cette réalisation. Ensuite, parce que cet honneur est d'autant plus vif qu'il me vaut de parler devant les éminents professeurs de faculté, chargé de délivrer cette substantifique moelle dont parle Rabelais dans le prologue de son Gargantua, image de cette transcendance constituant bien l'essentialité de l'humanisme. L'université, d'ailleurs, n'est-elle pas le lieu où se produit, se conserve et se transmet ce qui compose la connaissance universelle, c'est-à-dire le bien le plus précieux qu'il nous soit donné de posséder, ce qui fait l'honnête homme, au sens du grand siècle, debout à la croisée des époques et des savoirs, et l'homme vrai en toutes circonstances, capable tout à la fois de chercher dans le passé les origines de la tradition, de l'intelligence et de l'éthique, et d'aborder l'avenir avec résolution. Mais venons-en au sujet qui nous occupe. Au commencement, comme dans la Genèse, fut d'abord créé en 1883, au temps glorieux de la Troisième République, où le ministère des colonies gérait tout, y compris l'enseignement, l'école préparatoire de droit de Fort-de-France, dans laquelle on peut voir la première ébauche de l'enseignement supérieur outre-mer, mais déjà ailleurs qu'en Guyane, comme cela va perdurer jusqu'au XXIe siècle. De cette époque jusqu'à la nôtre, une idée force, en effet, règne à Paris, oui à un enseignement supérieur pour les colonies d'Atlantique, d'abord dans les départements d'outre-mer, ensuite, mais surtout, pas en Guyane. C'est dire si le processus d'enfantement de l'université que nous inaugurons aujourd'hui fut long, complexe et difficile, à l'instar d'un accouchement qui fut long, mais pas sans douleur, comme le préconise pourtant aujourd'hui. Si en 1946, 3 inspections académiques sont enfin créées outre-mer, celles-ci sont confiées à des vice-recteurs dépendant du rectorat de Bordeaux, qui de surcroît géraient aussi l'île de la Réunion, et parallèlement, l'école préparatoire de droit devient en 1948 l'Institut Visiose, du nom d'un universitaire bordelais, certes éminent,
mais très étranger à la Caraïbe française. L'évolution de l'institution universitaire en Guyane est marquée par plusieurs périodes. La première, qui va de 1969 à 1984, et qui correspond à la création et au fonctionnement de l'antenne de Visiose de Martinique, Guyane. Et cette création est la première réponse au souhait exprimé par des Guyanais d'avoir un enseignement universitaire en Guyane. Cette structure n'a rien d'officiel, puisqu'elle n'est pas reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. Aussi, ne bénéficie-t-elle d'aucun crédit de l'État, et de ce fait, l'antenne fonctionne sur les crédits alloués à l'UER des sciences juridiques et économiques de la Martinique. Cependant, si les 2 années de capacité et la première année de DUG, droit, bénéficient progressivement d'un enseignement entièrement dispensé sur place, il faut attendre l'année universitaire 1983-1984 pour que les matières d'admissibilité, c'est-à-dire les TD et les cours magistraux, soient enseignées localement en 2e année de DUG droit. Jusqu'en 1984, l'antenne située aux 60 rue Léopold-Hédère à Cayenne ne dispose que de 2 pièces dont la capacité est au maximum de 15 personnes. Les cours sont dispensés au LEP Marchou pour la capacité et au collège Eugène Nonon pour le DUG dans les salles mises à disposition de l'université. L'existence juridique de l'antenne favorise l'émergence en 1971 de l'Association pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'APESUG, qui, composée en majorité d'élus, va pendant des années exercer une véritable tutelle sur l'enseignement supérieur en Guyane. En 1984 sera créé, en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Institut d'études supérieures, qui est le fruit d'une large concertation entre élus locaux et l'Université des Antilles et de la Guyane. Et c'est ainsi que le projet de statut est d'abord soumis aux collectivités régionales et départementales avant d'être définitivement adopté par le conseil d'administration de l'UAG le 30 novembre 1984. Mais si l'IES est créé en 1984, il ne commence à fonctionner réellement qu'à partir de la rentrée universitaire 86-87. Soucieuse de prendre en compte les légitimes préoccupations des jeunes Guyanais, la collectivité régionale a très tôt apporté son soutien financier à la mise en place de l'IESG. Il est à signaler que dès ce moment, une convention entre le Conseil régional, le Centre national d'études spatiales, a été signée le 11 mars 1987, car nous estimions que le CNES pouvait et devait jouer un rôle essentiel dans le domaine scientifique et technique. Le CNES est et demeure un partenaire privilégié avec notre Université de Guyane et nous vous en sommes, Monsieur le Président, très reconnaissants. Une convention tripartite sera signée entre le département, la région et l'université afin de définir le montant des subventions annuelles respectives des 2 collectivités pour la mise en place et le fonctionnement de l'IES. Ainsi, en 1984, en 1985, 1986, le département et la région subventionnent à hauteur de 660 000 francs à l'époque et l'université pour 300 000 francs. Pendant cette période, une mission sera confiée à M. Serge Hermine, maître assistant à l'université de Paris 5, qui aboutira à la signature d'une convention entre l'UAG et Paris 10 Nanterre pour organiser un DUG AES. En 1986, le Conseil général, sous la présidence d'Élie Castor, mettra à la disposition de l'IES un bâtiment rue Madame Paillet pour la rentrée universitaire et ainsi tous les étudiants seront regroupés dans une seule structure et en novembre 1986, le premier directeur de l'IES est nommé en Guyane, assurant ainsi une vie réelle à la structure. La seconde, qui part de 1984 à nos jours et qui voit la mise en place de l'Institut d'études supérieures de la Guyane, et cela durant longtemps, jusqu'à ce que, conséquence de la fameuse loi Edgar Faure relative à l'enseignement supérieur, en 1970, soit créé le Centre universitaire des Antilles et de la Guyane, mais toujours rattaché à Bordeaux, et cet ultime cordon ombilical de la colonisation,
montrant que la France veut bien accorder le savoir à ses enfants de l'autre côté de l'Atlantique, mais tout de même sous son contrôle. Il faut attendre 1973 pour commencer à larguer un peu les amarres avec la création de l'Académie des Antilles-Guyane, ayant son siège en Martinique. 1978 pour qu'enfin le campus soit réalisé en Martinique, et 1982 pour que le CUAG soit transformé en université de plein exercice. Mais une fois de plus, la Martinique, qui reçoit le rectorat, se spécialise dans l'enseignement du droit et des sciences humaines, ainsi que la Guadeloupe, qui reçoit d'abord le CUAG puis l'UAG, se spécialise dans l'enseignement des sciences, se taille la part du lion. Toujours rien pour la Guyane, parent pauvre en la matière et pour longtemps, bien que ces collectivités territoriales, le département et la région, participent activement au fonctionnement de l'ensemble d'un carrosse, peut-être rutilant, mais dont elle n'est au fond que la dernière roue. Pour preuve, aucun Guyanais n'a présidé le CUAG ou l'UAG. Quant aux étudiants guyanais, ils passent des diplômes à trous, puisque certaines matières, pourtant prévues dans les programmes, ne leur sont pas enseignées. Les plus privilégiés d'entre eux quittent alors la Guyane pour la France et n'y reviendront plus qu'en vacances. Ironie de l'histoire, certains appellent cela le nouveau marronnage. À partir des années 1980, l'université Antilles-Guyane commence à être fortement contestée par les Guyanais au nom de la demande de la proximité des services. D'où la création tout de même, après les États généraux de décembre 1987 à Cayenne, sur le thème « Quel avenir pour notre université ?», d'un IUT à Kourou au printemps de l'année 1988, mais peut-être plus motivé à cette époque par les besoins de la base spatiale que la volonté de donner aux jeunes Guyanais une véritable chance de préparer leur avenir. Quand je dis contester, ce n'est pas seulement en parole. Si les relations entre le pôle guyanais et l'UAG se détériorent à grande vitesse à partir de 1990, eh bien en 1996, une longue grève des lycéens de Guyane permet enfin de faire éclater en 3 académies distinctes la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui le 1er janvier 1997 reçoit enfin son premier recteur, chancelier de l'université. L'extraordinaire de cette histoire est que le système tripolaire universitaire qu'on croyait si fortement établi, alors qu'il n'était qu'un colosse au pied d'argile, s'effondre en 2 mois seulement, ce qui a le mérite de poser enfin véritablement la question de l'autonomie de l'enseignement supérieur en Guyane. Ce ménage à 3 était à bout de souffle. Je profite de cette évocation pour souhaiter la bienvenue au nouveau recteur de la Guyane, chancelier de l'université, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de nous rejoindre dans un climat infiniment apaisé, je le rassure, que celui de ces années-là. Tout ceci me conduit à formuler l'idée que le véritable initiateur de cette université, selon moi, fut bien en amont, et je tiens à le dire haut et fort, la jeunesse guyanaise, qui, après être descendue dans la rue et s'être mise en grève pendant plus d'1 mois, a obtenu ce qu'elle réclamait depuis longtemps. Il faut lui rendre hommage aujourd'hui, et avec elle, ceux qui ont accompagné ce mouvement, ô combien légitime, les professeurs, les personnels techniques et administratifs et les parents. Je souligne au passage que ceci constitue d'ailleurs une spécificité de notre terre de Guyane, qui dans ce domaine, comme dans bien d'autres, est toujours à l'origine des avancées dans la Caraïbe française, puisque en obtenant satisfaction, elle amorce le processus qui ensuite va permettre à la Martinique et à la Guadeloupe d'obtenir la même chose. Et oui, les Guyanais sont tenaces, courageux et obstinés. Et je puis l'affirmer, Monsieur le ministre, ce ne sont pas à mes yeux des défauts, mais bien des qualités. Mais reprenons le cours de ce récit. 1 an plus tard, en 1998, le ministre Claude Allègre confie au professeur Blamont, célèbre astrophysicien, une mission d'études relative à l'avenir du pôle universitaire guyanais, afin, je cite, que l'autonomie guyanaise se prépare autour d'un projet cohérent et programmé qui pourrait se dérouler sur 2 contrats quadriennaux. C'est le point de départ d'une aventure qui va mettre 16 ans à se concrétiser, partant d'un constat évident, la spécificité de notre territoire, justifiant pleinement la création d'une université en Guyane pour, entre autres, satisfaire
une forte croissance démographique, lutter contre un taux de chômage trop élevé, s'adapter à la taille d'un territoire extrêmement étendu et d'une riche diversité ethnique et culturelle sur le plan humain et d'une importante biodiversité, présentant un potentiel de valorisation, le tout sans compter naturellement le port spatial européen de Kourou, l'immense espace amazonien constituant un vivier de recherche en tout genre et les opportunités de notre voisinage avec l'Amérique du Sud d'abord, l'Amérique du Nord, la Caraïbe, la France et l'Europe. Certes, ce constat l'avait successivement formulé plusieurs personnalités qui, elles aussi, à leur manière, ont contribué au fil des années à concrétiser ce projet en apportant chacun sa pierre et en tout premier lieu le véritable pionnier que fut le docteur Henri Henriot, administrateur de l'Université des Antilles et de la Guyane, coopté par le président de l'UAG, M. le professeur Jacques-Adélaïde Merland, et qui pendant des années voyagea à ses frais entre Cayenne et Fort-de-France et l'Utah pour que pût naître un jour l'Université autonome de Guyane. Mais on ne saurait passer sous silence le souvenir du professeur agrégé de médecine Bertin Juminaire, premier Guyanais, recteur chancelier de l'Université des Antilles et de la Guyane dans les années 81, qui, missionné par la présidente de l'UAG, avec la collaboration des maîtres de conférences Maud Delfort et Antoine Bory, proposa les filières d'enseignement pour la future Université de la Guyane et de conclure ce rapport en ces termes. Nous terminerons néanmoins avec l'espérance d'un déblocage et d'une décrispation du débat au profit de collaborations constructives dans l'intérêt du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Guyane. Celle du professeur Blamont, déjà cité dans le rapport, je le rappelle, fut décisif, et celui d'un autre recteur chancelier de 1996 à 2000, le professeur Christian Duverger, grand anthropologue. Enfin, je n'oublie pas celle qui était alors votre prédécesseur, Monsieur le ministre, Madame Geneviève Fiorasso, alors chargée de l'enseignement supérieur au gouvernement, qui a toujours été à notre écoute et, in fine, a amorcé le processus final ayant conduit au résultat dont nous nous félicitons aujourd'hui. L'ensemble de ces efforts, combinés, a permis d'accélérer le processus par l'effet de quelques dates à rappeler comme d'autant d'étapes décisives. 2003, nouvelle grève des étudiants guyanais et des personnels enseignants de l'ISG. Pendant 7 semaines, ponctuée d'une mission de médiation du ministère et signature d'un accord de fin de conflit. 2009, États généraux de l'outre-mer. 2011, Assises de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. 2014, publication par le gouvernement du décret du 30 juillet portant création de la nouvelle Université des Guyanes, inspirant à la journaliste Hélène Ferrarini ce titre d'un article « Université de Guyane, un vieux reste de colonisation s'en va ». Et ce commentaire, je cite, « Ce n'est pas tous les jours que la France enterre un de ses vieux restes de colonialisme, et ce n'est pas tous les jours non plus qu'on crée une nouvelle université ». Cette création s'accompagne de surcroît de la publication cette même année d'un rapport sénatorial intitulé « 3 clés pour l'avenir universitaire aux Antilles et en Guyane, territorialité, attractivité, solidarité », lui-même assorti de quelques 23 recommandations que, faute de temps, je ne peux citer ici. Mais au-delà de ces événements, qui désormais appartiennent au passé, nous avons tous conscience que cette histoire, qui en apparence peut sembler courte, mais qui en fait a été plutôt longue pour les Guyanais, est toujours en marche, puisque notre toute jeune université de Guyane est une université en émergence, je dirais même en devenir, dont une partie est encore à mettre sur pied pour répondre aux exigences d'un nombre d'étudiants en hausse et demandeurs de disciplines de plus en plus nombreuses. Et ce, puisque dans la conception même de cette université, ses fondateurs ont voulu que l'étudiant soit au cœur de son projet de développement. Ceci fait toute sa spécificité et parallèlement son intérêt, puisque rien n'est figé. Il appartient à ceux qui sont chargés de la faire vivre d'innover, d'inventer, de fixer des objectifs précis pour répondre positivement aux attentes, pour développer les bonnes filières correspondant aux emplois possibles, pour développer les outils permettant le dialogue entre les entreprises et les opérateurs de formation afin de servir au mieux les intérêts de nos concitoyens,
ceux de nos entreprises et ceux de nos territoires si différents sur notre pays de Guyane. Mon souhait est donc que nos jeunes puissent désormais placer leurs pas dans ceux de leurs grands anciens guyanais qui naguère ont été ces cerveaux de la Guyane, dont je me contenterai de citer quelques noms. Mais quels noms? Félix Eboué, premier Guyanais, gouverneur de la colonie, l'immense résistant qui fit basculer l'Afrique française dans le camp de la France libre, Gaston Monnerville, président du Sénat pendant 22 ans, l'un des plus jeunes docteurs en droit pour sa thèse sur l'enrichissement sans cause, Bertin Juminaire, premier Guyanais, professeur agrégé de médecine, pasteurien, le général d'aviation Hector Stanislas, le professeur agrégé de pharmacie Édouard Stanislas, et aussi leur souhaiter à ces jeunes un destin aussi prestigieux. De même, je voudrais dire au président de l'université combien nous lui faisons confiance pour poursuivre sa tâche au service des bientôt 3000 étudiants dont il a la charge. Enfin, je voudrais dire au ministre que nous comptons sur lui pour être attentif à tout ce qui peut les aider. À titre personnel, je suis persuadé que cette université va répondre à ce que ses fondateurs ont voulu qu'elle soit, un instrument de développement non seulement de notre territoire, mais encore de l'esprit de ses étudiants, qui pourront s'épanouir intellectuellement et se former professionnellement. Permettre aux jeunes Guyanais d'étudier chez eux, c'était jadis un défi que l'on a longtemps cru impossible à relever. C'est à présent une réalité dont nous pouvons être fiers, chacun de nous, à quelque niveau où nous nous trouvions tout au long de ce combat, dont la Guyane et les Guyanais sont sortis une nouvelle fois vainqueurs, parce qu'ils n'ont jamais cessé de croire en l'utopie, qui n'est pas le pays de l'irréel, mais celui des rêves possibles. Voilà pourquoi, sans doute, l'excellent Mark Twain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, avait un jour écrit « Un chou-fleur n'est autre qu'un chou, passé par l'université ». C'est justement cette fleur que j'espère chaque jeune Guyanais pourra à l'avenir cueillir dans le jardin de la connaissance. Je dis. Merci, monsieur le sénateur honoraire. Au cœur de l'histoire, il y a forcément des hommes et des femmes, mais il y a aussi ces images que vous voyez défiler qui rappellent forcément quelques bons souvenirs incertains. Je voudrais maintenant inviter le sénateur Antoine Karam à me rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les personnalités politiques, civiles, citoyennes, ici présentes ce matin, c'est au rythme du cheval de course que je vais entamer mes propos, puisque le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de parler de l'histoire de l'université. Il faudrait des jours et des colloques, mais je pense qu'on le fera bien un jour. Vous ne serez pas surpris si j'entame à mon tour mes propos par l'épilogue, c'est-à-dire par la date historique du 11 novembre 2013, et par un hommage d'abord appuyé aux combattants, ce qu'on a appelé les combattants de novembre 2013, c'est-à-dire en premier lieu les étudiants, les enseignants, qui, avec l'esprit rebelle du grand poète guyanais Léon Gontran Damas, ont pris leurs responsabilités durant ces 5 semaines, aux agents administratifs, aux élus, qui, à l'intérieur et à l'extérieur, en ce jour du 13 novembre, de la préfecture de la Guyane, nous ont envoyé leurs clameurs, nous qui étions dans la rue, pour pouvoir manifester avec éclat et par des cris si stridents que s'écriait Branlère, le vieux fort Sépérou, lieu de résistance du peuple amérindien contre leur colonisation. Il est donc important qu'on en parle aujourd'hui, car ce moment où on scella pour la postérité la naissance de l'Université de Guyane. Ce fut le jour de l'aboutissement d'un long processus que vient de vous présenter le sénateur honoraire Georges Tilly, lui-même aux commandes, avec
notre leader, Élie Castor, député, les deux parlementaires étant présidents des collectivités majeures, tout au début de la décentralisation. Et c'est ce long et difficile cheminement, 32 ans, qui nous conduit à ce rassemblement de ce matin. Pour que la mémoire collective conserve intacts ces instants qui font l'histoire, qui fédèrent à l'unisson un territoire et son peuple, au nom des justes causes. Et oui, mesdames et messieurs, la Guyane a été trop longtemps la grande oubliée de l'Université des Antilles de la Guyane, toujours à la marge et parfois, souvent même, sur le strapontin. Alors, il y a un certain nombre de dates qui ont déjà été déclinées, mais que je vais reprendre à mon compte. Le 10 novembre 1994, à la Chambre de commerce, pour la première fois, est organisée la rentrée solennelle de l'Université des Antilles et de la Guyane. Ce jour-là, l'exécutif régional, au cours de cette rentrée solennelle, propose dans son discours de créer à terme une université de plein exercice pour la Guyane. Cette idée avancée par certains comme une véritable provocation fera désormais son chemin. À partir de cette date, 3 écoles s'affrontent. Les partisans du tout de suite, université de plein exercice dès 1994. Les pragmatiques, ou appelés encore modérés, qui souhaitaient mettre en place une politique de pas mesurés. Et enfin, les adversaires du changement, ceux qui étaient partisans du statu quo. 1996, ça a été dit aussi, c'est après un mois de manifestations lycéennes soutenues par la population, c'est la création du rectorat de plein exercice pour la Guyane. Vous vous souvenez, l'arrivée à 6 heures du matin de 2 ministres de la République, M. Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, et M. Jean-Jacques de Peretti, ministre de l'Outre-mer. 1997, M. Christian Duverger est installé comme premier recteur de la Guyane, et cette même année, au cœur d'une crise économique majeure et sociale, où l'on voit pour la première fois descendre dans les rues le patronat, qui réclame des moyens, mais qui aussi s'intéresse au statut de la Guyane. C'est la première fois qu'on voyait des patrons demander un changement de statut de la Guyane, et dans la foulée sont organisés plutôt les États généraux du développement réel et durable de la Guyane, où l'université en serait une des composantes. La région Guyane, en 1997, cette même année, réitère sa proposition aux assises de l'université à Fouillol en 1997. 1998-99, c'est le premier tournant. Le premier vice-président, mon collègue, Henri-Claude Dédé, ici présent, est mandaté par l'Assemblée régionale pour engager les discussions avec le ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur sur l'avenir de l'université en Guyane dans le cadre des U3M. Ce ministre, donc, M. Allègre, pour ne pas le citer, confie au professeur Jacques Blamont, ici présent, une mission d'étude et de faisabilité en vue de la création d'une université en Guyane. Le rapport Blamont, co-signé par Henri-Claude Dédé, édité par le Conseil général, considéré peut-être trop avant-gardiste au goût du ministre, est mis en quarantaine, mais sera quand même publié par la volonté politique de la région et du département. Et à ce moment-là, 1999, le débat est vif au sein de la société guyanaise. Et à la suite d'un nouveau colloque organisé sur l'avenir de l'université, il faut retenir la date du 25 août 1999. Les exécutifs départementaux et régionaux organisent le premier congrès des élus départementaux et régionaux avant même que la loi d'orientation soit votée en décembre 2013. Principal objectif, de définir les voies et les moyens, les étapes pour la création de l'université. Après 7 heures de débat, 4 suspensions de séance, le rapport est adopté à une voix de majorité. En fin d'année, dans le cadre du plan U3M, des crédits sont alloués à la Guyane pour envisager la construction d'un nouveau campus où nous nous trouvons aujourd'hui. La maîtrise d'ouvrage était confiée au rectorat. Par décret officiel en 2002, c'est la création des IUFM de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Alors, situation assez surréaliste, 3 rectorats, 3 IUFM, une université.
c'est la mise en place cette même année du comité de pilotage du JPUG pour l'universitaire guyanais. Objectif, donner un coup d'accélérateur au processus. En 2003, ça a été dit par le sénateur honoraire, la rentrée universitaire est marquée par plus d'un mois de grève pour obtenir une plus forte autonomie de l'IESG dans le cadre de l'article 33 et une amélioration des conditions de vie et de travail au campus Saint-Denis. Le ministre à l'époque était M. Luc Ferry. 2004, journal officiel du 18 mai, avis de création du JPUG, durée de 6 ans. Les principaux partenaires, l'État, la région, le département, la communauté des communes du centre littoral, la ville de Cayenne, l'IUFM, l'UAG, l'Université de Montpellier II, les universités de Toulouse, dont l'Institut Polytechnique, Institut national des sciences appliquées, et puis originalité, l'Université de Brasilia, montrant la volonté que nous avions d'ouvrir notre université dans notre environnement géographique. La loi Fillon de 2005 sur l'avenir de l'école propose l'intégration des IUFM dans les universités, sauf que nous avions une université pour 3 IUFM. En 2007, forte de la volonté politique affichée des universitaires, des élus et de l'État, dans le cadre du CPER d'Occupe, c'est l'inauguration du chantier du campus de Troubiran, limitrophe à la future ZAC, donc de Cayenne, donc intégré dans la ville, sur un terrain de 15 hectares acheté à France Télécom, très cher quand même, 3 millions d'euros. France Télécom étant propriétaire de 40, allez savoir pourquoi, de 40 hectares à Troubiran. Le coût global initial, 62 millions d'euros avec une première tranche de 44 millions, l'État 50%, le FEDER 24%, la région 18%, le département 8%. Deuxième tranche, la deuxième tranche est financée, après financée conditionnelle par le CNES et l'État, après 3 ans de travaux. 1500 étudiants intègrent le nouveau campus qui est la fierté de tous les Guyanais avec l'auditorium où nous nous trouvons aujourd'hui, des amphis, des salles de cours, des bureaux administratifs. La bibliothèque universitaire à quelques encablures d'ici qui intégrera le campus 2 ans plus tard, le bâtiment de la vie étudiante qui sera inauguré quelques années plus tard, en 2014, par la ministre Madame Belkacem. Certains laboratoires universitaires sont encore au campus de Saint-Denis. Et pour terminer cet ensemble, il est prévu, non pas prévu, en construction bien avancée, le restaurant universitaire, la résidence universitaire qui sera inaugurée dans quelques instants, le gymnase que la région a construit sur le campus, à l'intérieur du campus, au profit des étudiants qui jouxtent l'IFAS. 2 bâtiments restent à construire, ce sont les bâtiments administratifs et les bâtiments recherche, et nous espérons que dans les 3 ou 4 prochaines années, l'université aura fait son plein dans les 2 prochaines années. Vous voyez que M. Lagagné surveille ce que je dis. Alors en 2009, les États généraux de l'Outre-mer actent le principe d'une organisation de l'enseignement supérieur en Guyane, ce qu'on appelait le PRES EPCS. Je ne reviendrai pas sur cette horrible période. Il s'agissait pour nous de franchir une étape vers l'autonomie et de remplacer le GIP. Les différentes réunions qui se sont déroulées à Paris dans les ministères à l'initiative du professeur Blamont, et particulièrement à l'Élysée, avec les conseillers du président de la République de l'époque, je cite Mme Pinchard ou M. Belloc, n'aboutissent pas. Je vous dirai un jour dans quelles conditions nous nous sommes retrouvés là-bas. Il faut dire que les dirigeants de l'UAG ont joué un double jeu comme d'habitude avec nous. 2011, l'IUFM intègre officiellement l'UAG dans une ambiance conflictuelle permanente avec les dirigeants de l'UAG. C'est cette même année que la région Guyane organise les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. À ce moment, l'UAG propose, enfin les dirigeants, à terme la transformation de la structure en université fédérale au même titre que les West Indies, semblables. 2012, les assises nationales de l'université et de l'enseignement supérieur et de la recherche fixent l'objectif d'une université de plein exercice pour la Guyane en 2020. Sauf que le coup d'accélérateur a été donné et ça part toujours d'un détail ou de 2 ou 3 détails. C'est l'année décisive 2013. Premier fait marquant. Pour la première fois dans l'histoire de l'UAG, le directeur de l'ESPE ici présent, maître de conférence, vice-président de l'université, est candidat, la première fois qu'un Guyanais se présente à une élection pour être président de l'UAG. Sauf qu'il s'est retrouvé avec quelques voix, non pas que les Antillais n'aient pas voté pour lui, mais à l'intérieur même de la Guyane, un certain nombre d'administrateurs ont préféré ne pas lui donner ses voix. Alors il faut savoir donc
que le deuxième fait, c'est la licence professionnelle. Je pense qu'elle est dans cette salle, Madame Prévost. La licence professionnelle environnement, encadrée par elle, qui réunissait toutes les conditions, nombre d'étudiants, enseignants, organisations, n'a pas obtenu l'aval des dirigeants de l'IESG et du PUG, qui sont mis en minorité par le conseil d'administration. Je voudrais saluer ici l'action de M. Christian Portos. M. Christian Portos, vice-président, qui a dénoncé publiquement devant les médias l'attitude des dirigeants de l'USG, annonçant ainsi le retrait de la collectivité départementale au conseil d'administration. Le troisième fait, c'est l'IEFM qui devient ESPE en Guyane, complètement autonome. Et puis enfin, la rentrée universitaire de 2013-2014 est sous tension, les assemblées générales se succèdent, les syndicats sont présents, des syndicats SNESUP, UNSAF, FSU, l'UTG, CFDT et tous les autres, FO, s'organisent en intersyndical avec le collectif des étudiants que nous accueillons et que nous saluons ici, de nombreuses personnalités civiles qui ont été très présentes. Je salue mon ami Elie Stevenson, des employés de l'administration. Le mouvement de grève générale est illimité. Il est lancé sur la base des deux principales revendications, des moyens nouveaux. En premier lieu, une université de la Guyane pour qualité. Très vite transformé, le mot d'ordre devient université de plein exercice. Mais il faut dire aussi, et nous devons les remercier publiquement, nos amis des Antilles nous ont beaucoup aidés. Parce qu'ils ont tellement fait de la provocation, vous vous en souvenez, qu'ils ont mobilisé la population guyanaise à ce moment-là. Et tous les parents sont venus soutenir les étudiants et les enseignants. Et nous sommes descendus dans la rue 2 ou 3 fois pour montrer qu'il y avait une organisation sans faille. Ainsi donc, tous les soldats ont organisé cette période sans... Alors il faut le dire, monsieur le préfet, votre prédécesseur a été excellent. Il n'y a pas eu une seule grenade lacrymogène durant cette période. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, il faut rendre hommage à ces dirigeants ici présents, Laurent et tous les autres, Christian, tous les collègues qui sont là, pour gérer ce mouvement, pour qu'il soit rendu responsable. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu une réactivité de Geneviève Furazo, qui a reçu beaucoup de coups en Martinique et en Guadeloupe, mais qui a tenu bon. Et très rapidement, elle a missionné les 2 médiateurs, Christian Forestier et Raphaël Robinson. Le rôle joué, il faut le dire, par la ministre de la Justice, qui, à Paris et à Cayenne, Christiane Taubira, l'action des parlementaires, dont 2 sont présents dans cette salle aujourd'hui, Chantal et Gabriel, les nombreuses réunions au campus et à la préfecture présidées, je l'ai dit, par le préfet Spitz, qui aboutissent à l'accord historique du 11 novembre 2013. 2014, après une période transitoire de quelques mois, l'université est créée au JO du 30 juillet par la désignation de son président ici présent, M. Richard Lagagné, professeur des universités à Paris Diderot. Alors pour conclure, depuis le 1er janvier 2015, l'université de Guyane est définitivement une réalité physique, administrative, morale, au profit de la jeunesse guyanaise. Nous lui souhaitons longue vie. Ce qu'il faut retenir, autant pour aujourd'hui que pour demain, dans un territoire où tout s'accélère, c'est d'observer que la société guyanaise, avec une transition démographique très dynamique, cette société se renouvelle par ses frontières. 1250 km de frontières. Ces dernières sont les lieux où les problématiques se posent. Ce sont les frontières intérieures qui questionnent une époque. L'université pôle d'excellence a pour mission première d'accompagner un mouvement irréversible. Alors, pour terminer, reprenons à notre compte ce que Nietzsche écrivait. Penser, ce n'est pas penser n'importe quoi. C'est penser ce qui se donne à penser. Effectivement, ce qui se donne à penser doit émerger de nos frontières intérieures. L'Université de Guyane est appelée à devenir ce lieu où la société guyanaise va se penser et se renouveler, j'en suis convaincu.